ce débat stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène, il y a tout un tas de datations possibles. Ce qui est un système complexe, qui est beaucoup plus simple que la Terre, c'est notre corps en fait. Notre corps, il suffit d'un tout petit élément perturbateur, mais ça va avoir une incidence sur le corps dans son ensemble. J'aimerais qu'on comprenne un peu l'intensité de l'impact humain quand même sur la planète. On considère que l'humain aujourd'hui est la première force géologique sur Terre. Oui. Bonjour Nathanaël, comment ça va ? Bonjour Xavier, ça va bien. Bienvenue dans The Big Shift. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué encore dans le podcast, c'est l'Anthropocène. C'est un terme dont on entend parler depuis des années. Moi, je pense que la première fois que j'ai dû l'entendre, je devais être au collège ou au lycée, donc ça remonte à 15-20 ans, tu vois. Ouais. Allez, disons 15 ans. Ouais. Et pourtant, toujours un peu difficile de déterminer ce que c'est, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est comme période. Est-ce que vraiment l'humain a transformé de façon complètement durable et irréversible l'environnement dans lequel il se trouve ? C'est les questions qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec toi. Donc c'est Nathanael Wallenhorst, tu es auteur, essayiste, tu as écrit plusieurs bouquins, dont un avec Vortex, avec un des invités qui est passé sur le podcast qui s'appelle Laurent Testo, avec un épisode qui vous a beaucoup plu sur El Niño, sur cette bombe climatique qui a mis fin à des civilisations il y a quelques centaines, il y a quelques milliers d'années et qui revient tous les 2 à 7 ans. C'est un épisode qui a fait beaucoup parler de lui et voilà, donc on vient avec le co-auteur d'un autre bouquin qui s'appelle Vortex, faire face à l'Anthropocène, donc avec Nathanael. Écoute, je pense que je vais te laisser te présenter parce que tu le feras bien mieux que moi et puis ensuite on regardera un peu ce que c'est que l'Anthropocène. Ok, super. Ma foi, moi je suis enseignant-chercheur. Et puis je travaille au croisement de trois champs disciplinaires, les sciences de l'environnement, la science politique et les sciences de l'éducation. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement du système Terre aujourd'hui. Et puis, le fonctionnement du système Terre, on pourrait le résumer de façon assez simple. En fait, c'est l'articulation entre c'est à la fois le système le plus complexe qui soit, mais qu'on peut saisir de façon relativement simple, en fait, en disant c'est l'articulation, la résultante du climat, de la biosphère et des sociétés. Et le climat aujourd'hui s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent et nos sociétés accélèrent. Et c'est ce qui fait qu'on est pris dans une espèce de spirale, de tourbillon ou de vortex, quoi. Voilà, c'est un peu de là dont vient le titre. Et donc, du coup, moi, mon travail, c'était d'essayer de comprendre ça et puis d'avoir différentes clés de lecture. Tantôt plutôt les savoirs scientifiques, on va dire biogéophysique, tantôt quelque chose de plus sur les récits. Biogéophysique, c'est un terme que j'ai revu beaucoup dans un certain nombre des revues que j'ai regardées pour préparer cet épisode et que je ne comprends pas bien. Peut-être qu'on pourra le définir. Oui, très bien. Ouais. Donc biogéophysique, en fait, c'est pareil, c'est un mot, il y a tous les mots à rallonge. Voilà, c'est tout simple, c'est-à-dire en fait les savoirs scientifiques qui renvoient à la façon dont quelque chose de biologique a été transformé, donc dans le rapport aux vivants, aux écosystèmes, etc. Au niveau géologique, avec le fait qu'on ait embarqué le système Terre pour un horizon qui est caractérisé par une incertitude, avec des éléments de savoir relativement précis, mais une incertitude quant au devenir des sociétés humaines. Et puis physique, oui, de fait, c'est la physique même du système Terre qui court le risque en fait d'obéir, on pourrait dire, à des nouvelles lois, entre guillemets. C'est ces fameux franchissements de seuil dans le cadre de la modélisation des limites planétaires, quoi. Tu vois, j'avais jamais entendu parler de juste un triptyque simple entre climat, biodiversité et société humaine, et je trouve ça hyper parlant en fait. Est-ce que la corrélation est nette ou est-ce que c'est... Ouais. Pour moi, c'est vraiment, quand on parle d'Anthropocène, il y a plusieurs façons comment dire, on peut aborder le débat sur l'Anthropocène de mille et une façons. C'est un débat scientifique, c'est un mot scientifique qui provient plutôt de la communauté, on va dire, des géologues. Et c'est aussi un mot qui dit quelque chose du temps présent pour les sociétés humaines, et puis de l'incertitude de leur devenir. Bon, voilà, donc c'est un mot qui est
autant, on va dire, scientifique version sens dur que sociétal, quoi. Voilà. Et c'est ce qui fait qu'il y a aussi il y a du débat, il y a de la controverse, etc. Et puis même dans la rubrique, on va dire, sciences dures, c'est à la fois un mot mobilisé par la communauté des géologues et puis par une autre communauté scientifique qui est celle des chercheurs des sciences du système Terre, voilà, qui travaillent avec un peu d'autres épistémologies, d'autres façons de travailler, voilà. Et donc, l'Anthropocène, fondamentalement, pour moi, c'est la résultante du climat, de la biosphère et des sociétés. Et puis, alors là, on pourrait dire, il a dit la même chose du système Terre. Oui, parce qu'en fait, l'Anthropocène, c'est ni plus ni moins un moment, aujourd'hui, alors depuis, ça dépend comment on compte, mais à peu près 70 ans, on va dire, pour l'instant, c'est à cet endroit-là qu'il y a un consensus. Donc, c'est un moment du système Terre. Ça dit une époque, voilà. Ok. Bah alors, si c'est ça qui caractérise donc Anthropocène, système Terre, c'était quoi le système avant d'être Anthropocène potentiellement et à quoi ça ressemblait et c'est quoi la différence avec aujourd'hui? Alors, il y a toujours eu une interaction entre le climat, les écosystèmes de la biosphère, en lien avec des éléments cosmiques aussi, c'est-à-dire avec la modification de l'intensité du rayonnement solaire, avec la modification de l'axe de rotation de l'orbite terrestre, de l'axe de rotation de la Terre. Voilà, il y a différents éléments comme ça qui ont structuré autant le climat que la potentialité de déploiement de la vie. Et puis, la nouveauté... la nouveauté, en tout cas assez conséquente, c'est que les activités humaines, de par le nombre des humains, mais surtout de par notre rapport à la technique qui démultiplie en fait notre capacité d'action, et puis plus récemment, un capitalisme complètement débridé qui a démultiplié encore les ordres de grandeur avec une consommation effrénée, une invitation comme ça perpétuelle à consommer toujours plus. Donc consommer toujours plus, ça veut dire à chaque fois mettre en mouvement des flux d'énergie et de matière. Voilà. Et donc du coup désorganiser toujours plus profondément, enfin désorganiser ou réorganiser, mais fondamentalement c'est une désorganisation pour les sociétés, les conditions qui permettent l'existence humaine. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, Anthropocène? Est-ce que ça aurait pu être une autre ère qui caractérise ce dont on vit, ou est-ce que c'est vraiment complètement centré sur l'homme? Alors, ça amène, ta question, elle amène différents débats en fait, et différents niveaux de débat. Il y a un premier débat, moi je l'ai trouvé absolument passionnant. Pour moi, c'est le débat le plus structurant en fait pour rentrer dans ces questions-là. C'est le débat stratigraphique. C'est-à-dire, en fait, les géologues, ils ont un truc très particulier. Ils se mettent à quatre pattes, ils grattent le sol, entre guillemets, quoi. Enfin, voilà, ils prélèvent des sédiments qu'ils analysent, qu'ils essaient de comprendre. Alors, les sédiments dans les fonds des lacs, les sédiments au niveau des glaces, puis dans les sols, dans la roche, voilà. Et puis, à partir de là, ils ont une méthodologie très, très précise, très rigoureuse. C'est une véritable école du raisonnement aussi, leur méthodologie très rigoureuse, qui est d'identifier un endroit, quelque part, sur Terre, corrélé à 5 autres endroits, à travers lequel on perçoit une preuve d'un avant et d'un après, au niveau systémique et global, au niveau, voilà. Et c'est à partir de cette dynamique-là, de cette méthodologie, qu'ils ont organisé l'histoire de la Terre en néon, en période, en époque, en ère, j'avais oublié, excusez-moi, enfin voilà, en âge, qui sont à la fois qui sont autant de catégories plus ou moins grandes, j'ai envie de dire, voilà. Et donc du coup, il y a tout un débat dans la communauté des géologues de se dire, mais alors, si on est entré dans une nouvelle époque géologique, quand est-ce que ça a commencé? Parce Exactement, que d'identifier le commencement, ça met fin à l'époque géologique antérieure, l'Holocène. L'Holocène, une époque qui a commencé il y a 11 700 ans, caractérisée par une exceptionnelle stabilité et prévisibilité bioclimatique. Et c'est ce qui fait aussi, alors il y a différentes hypothèses dans ce qui a généré le développement des civilisations, mais donc une autre hypothèse, c'est de dire à un moment donné, la mégafaune avait disparu, les méga mammifères, etc., enfin les grands mammifères, pardon, avaient été exterminés par les humains, donc à un moment donné, ils avaient besoin de générer des enclos, quoi, d'organiser, voilà, et c'est le début de la sédentarisation. Une autre hypothèse, c'est de dire les expérimentations agricoles de cette époque interglaciaire, l'Holocène,
ont commencé à prendre de par l'exceptionnelle prévisibilité et stabilité bioclimatique. Là où avant, ça n'avait pas pris. C'est pour dire en tout cas combien nos sociétés, elles sont tributaires d'une articulation entre climat et biosphère qui soit stable, qui soit prévisible. Voilà. Et donc, du coup, pour en revenir à ce débat stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'Anthropocène, il y a tout un tas de datations possibles. Et la première, c'est de dire, ça a commencé avec l'agriculture, où on a commencé à poser des changements profonds dans la constitution chimique de l'atmosphère. Voilà. Une autre datation possible, c'est de dire, ça a été entre la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde, et puis la conquête, en tout cas, du nouveau monde, qui a généré des problèmes, des pandémies gravissimes, un génocide, etc., dont on perçoit des traces dans les sédiments. Une autre hypothèse, c'est de dire que c'est avec la révolution industrielle et puis la généralisation machine à vapeur, 1780. Et là, paf, on voit les traces à un moment donné d'un changement, et là aussi dans la constitution chimique de l'atmosphère. Une autre hypothèse, c'est de dire, mais en fait, ça a été les premières explosions de bombes nucléaires, où on retrouve des sédiments des radioactifs. Et donc, et puis une autre hypothèse encore, c'est... le premier dépassement des limites planétaires, quand on commence à se dire attends, on a dépassé quelque chose là. Et des emballements, en fait, quelque chose qui s'emballe en fait, dans les courbes de consommation. Donc plutôt autour des années 70-80, du coup. Ouais, ça commence dans les années 50, en fait, l'envolée des courbes. Et à chaque fois, ce qui est assez fascinant et terrifiant, c'est de voir que, en fait, c'est la face glauque de l'aventure humaine dont les sols gardent la mémoire. Ça, ce truc, moi, ça m'a vraiment marqué, de me dire, en fait, on a marqué de notre empreinte le système Terre, quelle que soit la datation qu'on retienne. Alors, on est plutôt sur 1950, là, mais quelle que soit la datation qu'on retienne, en fait, on voit du glauque, on voit de la destruction, on voit de la préemption, on voit de la domination, on voit de la colonisation, on voit du creusement des inégalités entre les pauvres et les riches, les jeunes et les vieux, aujourd'hui et demain, le nord, le sud, etc. Ça, comment tu le vois stratigraphiquement parlant? Alors, donc du coup, c'est là où c'est la méthodologie, c'est-à-dire à un moment donné, on perçoit, par exemple, si je prends juste un exemple qui est très... L'inégalité riche-pauvre, par exemple. Très marquant. Si on prend cette question domination, préemption, etc., à un moment donné, clac, on prend. Dans la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde, ça fait partie des datations possibles de l'entrée dans l'Anthropocène, qui n'a pas été retenue. Une datation, c'était 1614. 1614, on voit quoi? On voit un pic dans le taux de CO2 dans l'atmosphère, un pic qui baisse, alors que le CO2 n'avait cessé d'augmenter. À un moment donné, il baisse. Il baisse pourquoi? Parce que les populations amérindiennes, elles avaient une maîtrise des terres, et l'extermination des populations amérindiennes. Donc, on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont été exterminées. Il y a aussi eu des pandémies, mais il y a aussi, en stricto sensu, un génocide. Les sols ont repris leurs droits d'une certaine façon. Il y a des forêts qui ont repoussé, enfin des arbres qui ont poussé et qui ont capté du CO2 dans l'atmosphère. Et à cet endroit-là, on perçoit... il y a un côté entre guillemets contre-intuitif, c'est-à-dire en fait on visualise bien que l'Anthropocène, c'est une augmentation de la courbe de CO2, et il y a des chercheurs justement qui ont dit mais en fait pour donner à voir l'ampleur de la marque des humains, c'est-à-dire à un moment donné quand on en a exterminé comme ça plusieurs millions et que les sols ont repris leur droit, là qu'on a vu une baisse des courbes. Et donc ça c'est notamment dans les glaces en fait, qu'on perçoit ça de façon très, très précise. Et donc ça, moi en tout cas, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, en fait, qui ont généré des affects aussi. C'est aussi ce qui fait que je me suis impliqué à fond à essayer de comprendre comme ça cet Anthropocène, ces affects de tristesse, en fait, de colère, qui m'ont beaucoup marqué, quoi. Moi, la marque, quand on m'avait parlé d'Anthropocène, ce que je me disais, c'était là où, en fait, on m'avait raconté, quand on m'avait parlé de l'Anthropocène, je ne sais pas si c'était au collège, si c'était, mais ça faisait partie de ces années-là.
Et ce qu'on m'avait dit, c'est en fait, ce qui marque l'Anthropocène, c'est que dans des centaines d'années ou dans des milliers d'années, quand les chercheurs ils regarderont et ils étudieront notre époque, ce qu'ils trouveront dans les strates géologiques, c'est du plastique. Et c'est ça qui fait que on est dans l'Anthropocène. Alors, ce qui va avec ce que tu dis sur le fait que c'est plutôt l'accélération, les années 1950, la création de tous ces trucs-là. Ouais. Et je trouve ça intéressant de se dire, en fait, géologiquement parlant, on a un impact qui est tel qu'en fait, on retrouve tout ce qu'on a fait. C'est un peu notre petit poussé, quoi. C'est la trace de tout ce qu'on a produit, de tout ce qu'on a fait qui reste dans ces strates géologiques-là. Et je trouvais ça assez impressionnant. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples comme ça. En tout cas, ce qu'il y a comme ça avec... parce qu'à la limite, on pourrait se dire, bon, voilà, on a mis du plastique, on est au courant, maintenant, on va davantage recycler nos déchets, réutiliser... je sais pas quoi, diminuer la production de plastique, etc. S'il ne s'agissait que d'une empreinte sur l'étendue terrestre, j'ai envie de dire, ce serait dommageable, ce serait un déchet, j'ai envie de dire, voilà. Et puis, on essaierait d'effacer un petit peu notre empreinte. Mais ce serait une mauvaise image pour comprendre le fonctionnement du système Terre. Une meilleure image, je l'emprunte à Greta Thunberg, je la trouve assez parlante en fait, cette image-là. Elle dit nos sociétés, on est en train de marcher sur un lac gelé. En fait, il y a deux solutions. Soit la glace, elle tient, et on peut marcher, soit elle ne tient pas. Et si elle ne tient pas, ça lâche. Et ça lâche, et ça lâche pour tout le monde, en fait. Voilà. Alors, c'est une image, on peut dire, ah oui, c'est assez simpliste, en fait, pour imager la complexité du système Terre. C'est à la fois simple et simpliste, mais ça exemplifie très bien en fait le fonctionnement du système Terre. C'est-à-dire, il y a parce qu'on est habitué dans notre formation intellectuelle, notre psychisme, puis notre socialisation à la compréhension des systèmes simples. Un système simple, c'est des causalités linéaires. A génère B, qui génère C, qui génère D. Voilà. Et puis c'est surtout à partir de là qu'on a construit notre psychisme. Sauf dans les cursus vraiment scientifiques où on apprend le fonctionnement des systèmes complexes. Le fonctionnement d'un système complexe, c'est A, il va générer B, mais A, il va aussi générer F. Et puis en fait, il se trouve que F, il va agir sur X et X, il va agir sur A. Et donc, dès qu'on appuie sur A, hop, il y a une boucle de rétroaction qui appuie à nouveau sur A et qui intensifie du coup le mouvement. Et donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se positionne. J'ai envie de dire jusque-là, tout va bien. On se dit, ah oui, tiens, il y a une intensification. Mais si l'intensification est trop conséquente, à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche, en fait. Hop, on se retrouve à franchir un seuil qui fait qu'après, en fait, ça ne fonctionne plus de la même façon. Une autre façon de comprendre ce qu'est un système complexe, qui est beaucoup plus simple que la Terre, c'est notre corps, en fait. Notre corps, il suffit d'un tout petit élément perturbateur, viral, bactérien, voilà, à un endroit très localisé, mais ça va avoir une incidence sur le corps dans son ensemble, et puis ça peut aller jusqu'à possiblement la mort, quoi. Donc, là, on franchit un seuil, il y a quelque chose, il n'y a plus de retour en arrière possible, quoi. J'aimerais qu'on comprenne un peu l'intensité de l'impact humain quand même sur la planète. Humain première force, on considère que l'humain aujourd'hui est la première force géologique sur Terre. Oui, et ça me permet de retisser le fil que tu as amené avec la question du plastique et puis voilà, les déchets plastiques comme possible marqueur géologique. Parce que de fait, ce sont des nouvelles entités qu'on a introduites. Ça, c'est la terminologie scientifique, l'introduction de nouvelles entités. Et donc, du coup, à travers ces éléments-là, c'est bien davantage que des déchets, mais c'est des éléments qui ont un impact systémique. Et du coup, excuse-moi, ta dernière question, du coup, je recherchais le fil avec le plastique. Non, mais du coup, en fait, effectivement, les humains seraient la première force géologique sur Terre. Tout à fait. Ça, c'est un des marqueurs. Tout à fait. C'est la définition, on va dire, originelle en fait d'anthropocène. C'est cette idée de puissance géologique, quoi. Dès le début, en fait, les chercheurs qui ont travaillé ont amené ça. Et ce qu'ils voulaient dire à travers ça, c'est de dire qu'en fait, on avait l'habitude de comprendre le système Terre comme la résultante des grandes forces telluriques, cosmiques, voilà. Et puis là, il y a quelque chose d'absolument inédit. C'est la première fois que une espèce, alors on va revenir là-dessus parce que c'est pas facile de parler d'Homo sapiens comme une espèce. Une espèce, à un moment donné, a pris le dessus et est devenue le principal élément qui va structurer les conditions bioclimatiques d'existence
de tout le vivant, de toutes les espèces vivantes. Et donc ça, c'est inédit. Et structurer les conditions bioclimatiques, et c'est surtout les détruire. En fait, là, c'est des chercheurs, là, c'est Ceballos en 2017 avec deux autres auteurs. Ils parlent d'une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Là où on a régulièrement, on peut avoir entendu l'expression de sixième extinction de masse. Ouais. Est-ce qu'une sixième extinction de masse ne serait pas en train d'advenir? Ça fait partie des articles scientifiques de l'Anthropocène, cette question-là. Et donc ça, c'est Barnowski en 2011 qui amène cette question-là, et puis qui dit, mais en fait, quand on regarde les courbes de disparition, les taux de disparition des espèces d'ici 200 à 500 ans, en fonction des types d'espèces dont on regarde les courbes, une sixième extinction de masse sera advenue. Une sixième extinction de masse, ça va être une extinction de masse, les paléoclimatologues définissent comme la perte de 75% de la biodiversité sur un espace temporel assez court qui est 2 millions d'années. Et nous, Homo sapiens, on est là depuis 0,35 millions d'années. Et puis après, on a donc Ceballos qui arrive là 6 ans plus tard. C'est des auteurs, enfin, c'est d'articles. Oui, c'est pas dommage que ça arrive. C'est pas Ceballos que ça arrive. Ouais, Ceballos arrive en... Très bien. Oui, voilà. Ouais, donc voilà, un grand biologiste. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il s'inscrit dans une forme de continuité avec cette modélisation de la sixième extinction de masse, et il amène une rupture en disant, mais en fait, si on regarde autre chose, les courbes, le taux de disparition des populations. Une population, c'est un endroit sur Terre où il y a une espèce, et donc une espèce, elle a plusieurs populations. Et donc, ils font un geste que font souvent les scientifiques, c'est-à-dire ils font un petit pas de côté comme ça, et puis ils regardent la même chose, mais hop, un peu autrement. Et là, ce qu'il dit, c'est en fait, c'est quelque chose d'absolument inédit dans le rapport au vivant. C'est une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Et donc oui, ça dit bien, en tout cas, cette espèce de puissance tellurique, en fait, et démiurgique aussi derrière des activités humaines. Oui. Moi, il y avait 2 exemples qui m'ont frappé dans le bouquin que j'ai lu, donc que tu m'avais gentiment offert. C'est le poids en fait de tout ce qu'on a modifié, transporté pour fabriquer nos routes, pour fabriquer nos axes. Je crois que c'est 200 gigatonnes de sable qui ont été mus par tous les endroits de la Terre pour fabriquer nos 60 millions de kilomètres de routes, ce qui équivaut à un ordre de grandeur à fois 10 000 ou fois 100 000 le poids de tous les humains sur la Terre. Ça me paraissait complètement dément comme ordre de grandeur. Et il y en avait un autre, c'était aussi que pendant le Covid, où la moitié des humains sur Terre se sont plus ou moins arrêtés de travailler, on a remarqué qu'il y avait une activité sismique qui était bien moins importante sur Terre quand les humains étaient plus calmes. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fou comme test. Ah oui, c'est sûr qu'il y a on est avec cette question de l'Anthropocène, c'est toujours vertigineux en fait. On est dans des espèces d'ordre de grandeur qu'on a toujours. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours du mal à les identifier, à les percevoir. C'est des unités de mesure. Si on regarde aussi cette question de l'émission de CO2, enfin d'équivalent CO2, on a les émissions de CO2, et puis on a une unité de mesure pour essayer d'identifier aussi le potentiel réchauffant d'autres types de gaz, qui sont organisés un peu autrement dans leur capacité à réchauffer l'atmosphère. Voilà, donc on a cette unité d'équivalent CO2, et le nombre de gigatonnes, là on parle aussi en gigatonnes de CO2 qu'il est encore possible d'émettre, on va dire, d'ici 2050, si je reprends un peu les terminologies officielles, pour ne pas excéder un certain seuil qui courrait le risque d'une succession d'emballements sur lesquels on n'aurait plus la main. Donc ça, c'est l'endroit vraiment profondément anxiogène, c'est-à-dire le risque existentiel afférent à l'Anthropocène, puis afférent en tout cas à notre mode de vie. Et donc voilà, donc il y a un espèce c'est le modèle théorique là, du budget carbone. Voilà, on a 500 gigatonnes de carbone d'ici 2050. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui est complètement énorme, comme ça, des gigatonnes, puis en même temps, c'est 3 fois rien, tellement on a un taux d'émission. Et ce 500 gigatonnes, alors c'est même moins maintenant, il court le risque d'être émis en fait, là, en quelques années, quoi. Voilà. Oui, donc il y a une rapidité, une accélération, et avec des ordres de grandeur absolument immenses atteints de façon très fulgurante. Ouais.
Il y a un autre marqueur qui m'a plus fait rire cette fois, je ne sais pas si d'ailleurs ça devrait être le cas, mais que tu utilises un peu en fil rouge dans tout le livre, c'est le poulet. Et j'avoue que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas s'imaginer avant de s'être plongé un peu dans le sujet. Alors ça, c'est une idée de Laurent, moi que j'ai adoré. Donc dans ce livre Vortex, ce qu'on a essayé de faire, c'est un espèce de manuel pour comprendre l'Anthropocène, le comprendre à l'articulation des savoirs, donc biologie physique et puis sociopolitique, d'essayer d'articuler les deux, quoi. C'est-à-dire comprendre à la fois d'un point de vue sciences dures, on va dire, et puis comprendre au niveau en termes aussi de sciences sociales, sciences politiques, qu'est-ce que ça dit de nous, et puis comment on peut contenir l'emballement du système Terre. Parce qu'en gros, il y a une seule chose qui importe, c'est pas de faire des trucs pour la nature, pour le vivant, pour machin, etc. Enfin, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais on se laisse un petit peu enfumer avec faire des choses pour la nature, des trucs verts, des machins, etc. Ce qui compte, c'est contenir l'emballement du système Terre. Et donc là on arrive dans l'enjeu de l'efficience, et puis d'avoir quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux. Et c'est là où ça fait vraiment flipper, parce que ça veut dire réarticuler l'expression de nos libertés aux limites planétaires. Bref, et donc du coup, avec ce petit poulet, l'idée de ce petit poulet, donc on fait parler un poulet, voilà, dans le livre, qui vient de l'espace, voilà, et qui observe un peu cette petite peuplade des humains, quand même très, très, très étonnant, parce que ils scient avec détermination non seulement la branche sur laquelle ils sont assis, mais de laquelle ils reçoivent la vie, quoi. Donc c'est pour le moins, c'est une espèce qui s'appelle Homo sapiens, donc c'est un petit peu étonnant, enfin c'est décalage, quoi. Et donc du coup, on a fait parler un peu ce petit poulet avec humour, j'ai envie de dire, pour mettre le plus de légèreté, pour aller explorer le glauque jusqu'au bout. C'est-à-dire, en fait, il s'agit d'explorer le glauque, non pas pour se faire peur, se tirer une balle, se désespérer ou je sais pas quoi, mais pour diagnostiquer la situation jusqu'au bout. Si on a un cancer, mettre un pansement, bah, c'est pas utile, ça fait rien, ça sert à rien. Voilà. Donc, et pour l'instant, c'est un peu ça. On a des politiques de transition, et en fait, qui ne reposent pas sur une analyse de situation jusqu'au bout, médiée par la production la production scientifique. Donc voilà, il s'agissait de pouvoir aller jusqu'au bout, puis de pouvoir y aller aussi avec un minimum de... je ne sais pas si légèreté est le bon terme, mais en tout cas, là, l'humour peut faire quelque chose, quoi. Et alors, pourquoi ce petit poulet pourquoi un poulet, d'ailleurs? Il s'appelle poulet Fermi, ça renvoie au paradoxe de Fermi, voilà, qui est ce paradoxe en disant, mais en fait, une civilisation, à un moment donné, elle consomme toute l'énergie jusqu'à se détruire, et puis le petit jeu de mots avec le poulet Fermi, enfin bref. Et pourquoi le poulet? Parce que le poulet, à un moment donné, il a été proposé par des chercheurs dans un article très sérieux, mais je me demande si dans le fond, il n'y a pas aussi quelque chose une petite blagounette. Une petite blague. Voilà, j'en sais rien. Voilà, je connais pas cette équipe-là qui a travaillé, donc voilà, si un jour je les rencontre, je leur demanderai, parce que c'est très très sérieux et puis fondé scientifiquement, en disant, mais en fait, on a transformé une espèce pour la rendre la plus consommable, donc on a fait grossir comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on est à 64 milliards de poulets par an dans le monde, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 10 fois le nombre d'êtres humains. Voilà. Pour une durée de vie inférieure à 1 mois, pour être consommé tout de suite. Des os qui sont devenus des os friables pour pouvoir faire voilà, nos nuggets, nos trucs. Et à cet endroit-là, on a transformé une espèce de façon vraiment radicale, et puis on l'a transformé, et puis on l'a démultiplié, quoi. Donc, de fait, il y a tout un tas d'os de poulet. Et surtout, ils grandissent 5 fois plus vite en 5 fois moins de temps. Tout à fait. Et aujourd'hui, un poulet, il grandit grâce à l'homme, mais en même temps pour être mangé derrière par l'homme. Il y a un truc un peu marrant derrière. Et un peu impressionnant aussi. Dans le bouquin, donc pour reprendre là-dessus, vous avez tout un tas de rubriques où l'Anthropocène, c'est pas uniquement... donc tu t'en parlais, hein, c'est... scientifique, c'est quelque chose qui est très lié au système Terre, mais c'est quelque chose qui est très lié aussi aux sciences sociales. Et vous avez tout un tas de scènes différentes. Donc il y a l'Anthropocène, il y a j'en prends un, le Capitalocène, et qui sont en fait toutes ces mini-périodes qui sont très très marquées de l'activité humaine. Est-ce qu'il y en a 2-3 qui sont un peu marquants qu'on peut reprendre du bouquin? Ça, c'est l'apport des sciences sociales. Quand les chercheurs ont commencé à parler d'Anthropocène et que ce
terme-là assez vite quand même a pris en fait au-delà, mais c'est un terme qui a été produit pour être saisi au-delà de la stricte communauté des géologues. D'ailleurs, il n'a pas été d'abord produit par des géologues, mais ensuite récupéré par les géologues. Et il a été produit pour parler en fait aux citoyens du monde. Enfin voilà. Et assez rapidement, vers les années, donc le terme est produit en 2000. Voilà, voilà, il est travaillé scientifiquement, on va dire, à partir de 2002, puis de façon plus méthodologique à partir de 2008. Et puis, vers 2010, il arrive dans le champ des sciences humaines et sociales, qui amène une question essentielle. Il dit, mais attendez, parler d'anthropocène, mais c'est qui cet anthropos, en fait? Il y a un implicite, en fait, derrière. Et les chercheurs en sciences sociales, je disais, en fait, Homo sapiens, c'est délicat de parler d'Homo sapiens comme une espèce, parce que on est d'abord caractérisé par les différenciations entre les membres. On est très différents les uns des autres, de par notre puissance économique, en fait. Voilà, on peut être extrêmement pauvre, avoir une empreinte environnementale particulièrement faible, puis être très riche, avoir une empreinte environnementale complètement démesurée. Et donc, la question qui est amenée, ça a été celle-là, c'est de dire, mais en fait, l'anthropos, c'est qui? C'est ceux qui sont à l'origine du capitalisme, voilà, dans les années 1800, etc. C'est pas un anthropos générique. En fait, on parle d'anthropos l'humain, mais c'est pas l'humain générique. Il y a quelqu'un derrière. C'est ça. Et en disant, mais en fait, on n'a jamais croisé un anthropos dans la rue, ça n'existe pas. En fait, on croise quelqu'un qui est porteur de marqueurs culturels, sociaux, économiques, voilà. Et donc, à partir de là, ils ont proposé des outils conceptuels alternatifs. Et en fait, le premier, j'ai envie de dire, c'est capitalocène, en disant, mais si on dit capitalocène, au moins on nomme le problème, c'est le capital. Et puis après, il y a eu d'autres, il y a eu plantationocène, pour nommer le colonialisme, les plantations, et donc de la colonisation. Il y a évidemment, on a entendu parler de l'androcène pour dire, mais ça c'est une affaire de gars, fondamentalement. C'est andros, le mâle, le viril, voilà. Et puis il y a le thermocène. Le thermocène, c'est la flamme, c'est on crame, voilà. Donc derrière, ça dit notre dépendance aux hydrocarbures, aux énergies fossiles. C'est des termes que vous avez inventés avec Laurent ou qui existent réellement? Ok. On n'a inventé aucun terme. On les a repris. Et puis c'est Laurent vraiment qui a fait ce travail-là de cartographier à un moment donné le secteur avec toutes ces terminologies alternatives qui ont été produites, et puis pour essayer de les organiser en fait, et de faire apparaître comme ça 9 grands pôles, 9 grands scènes alternatifs, qui sont aussi une espèce de dialogue et de réponse aux 9 limites planétaires, pour essayer de voir la façon dont peut être en interaction les savoirs, donc sciences dures, avec les savoirs sciences humaines et sociales, et pour aussi, à partir de là, se dire, mais alors en fait, si on agissait à la hauteur des enjeux, ça voudrait dire agir de façon systémique et agir sur chacun de ces facteurs qui sont problématiques. Et donc, du coup, de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser ces scènes, donc capitalocène, thermocène, Androcène, oui. Androcène. Enfin, Androcène, il n'était pas identifié comme un des plus... Enfin, il était dans une constellation. Non pas qu'il n'y ait pas un virilisme absolument problématique, mais en tout cas, il était positionné. Et puis l'agnotocène, alors ça, c'est absolument saisissant. L'agnotocène, c'est la production de l'ignorance. C'est-à-dire, à un moment donné, de fait, il y a des lobbies industriels qui ont joué avec le savoir, de telle sorte que au savoir produit, on puisse opposer des faits alternatifs, on pourrait dire, voilà, des savoirs alternatifs, ou alors des stratégies, parce que c'est fait avec beaucoup de perversité, pour déployer des certitudes plus conséquentes sur d'autres types de savoirs, pour en regard avoir moins des certitudes établies sur les savoirs qui sont au cœur de controverses. La fabrique du doute. Voilà, la fabrique du doute, distiller le doute. Et alors, le truc, ce qu'on a voulu faire avec cette cartographie, c'est pas d'abord dire, en fait, il y a tout un tas de concepts alternatifs. L'anthropocène, c'est has-been, il faut se saisir des autres. C'était plutôt d'essayer, puisque le livre est vraiment une espèce d'entrée dans le concept d'anthropocène, qui, en tout cas, moi, de mon point de vue, est l'outil conceptuel le plus puissant dont on dispose, et aussi le plus puissant pour interpeller les politiques publiques avec radicalité, et avoir quelque chose qui radicalement soit à la hauteur des enjeux.
Parce que c'est aussi à cet endroit-là que portait le débat des sciences sociales en disant mais en fait, mal nommer les choses, c'est à un moment donné courir le risque qu'on ne soit pas à la hauteur des enjeux. Capitalocène, c'est mieux nommer les choses. Ben, moi, je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, là, on a un outil, c'est le seul outil holistique, c'est-à-dire qui permet d'avoir une vue d'ensemble au fondement scientifique dont on dispose. Sinon, on a nature, c'est de la philo, développement durable, c'est entre l'économie et l'idéologie, croissance verte, bon, bah, bref. Et puis après, Capitalocène, tac, on a d'emblée des problèmes parce qu'on a un ensemble du champ de savoir qui ne sont pas mentionnés. Là, on a des milliers d'articles parus dans des revues à comité de lecture, etc., qui argumentent scientifiquement l'avènement de l'Anthropocène. Et si on se saisit de cette constellation de scènes alternatives, ça permet de politiser la notion. De sortir du débat climat-carbone. Tout à fait. Et en politisant à un moment donné, d'avoir quelque chose qui soit vraiment puissant pour interpeller les politiques publiques, quoi, et très fondé. Là où avec Capitalocène, assez vite, on court le risque d'être un poil court autour du diagnostic au niveau du système Terre. Qu'est-ce qui viendrait après Anthropocène? Donc avant ça, on a Holocène, on ne sait pas trop quand l'arrêter, mais donc qui marque un climat particulièrement stable, propice au développement des sociétés humaines. Anthropocène, caractérisé par une accélération majeure de tout ce qu'on produit, l'homme, donc récupération des ressources, oppression, guerre, vraiment tout ce qui marque la présence de l'être humain sur Terre, essentiellement de façon négative, surtout dans la partie scientifique ou stratigraphique, comme tu disais. Qu'est-ce qui vient après l'Anthropocène alors? Moi, j'ai envie de dire... on veut un terme associé à ça. Parce qu'en fait, du coup, j'ai envie de dire, mais c'est un tout petit peu une provocation, mais en fait, rien. C'est-à-dire que l'Anthropocène est un nouvel état du système Terre, une nouvelle époque, qui est caractérisé par l'accélération, par l'emballement. Donc, en fait, c'est un état qui, pour l'instant, est un état transitionnel. Et en fait, il y a deux grandes possibilités en fait, dans ce qui vient après ou de ce qui est en train d'advenir. Soit on parvient à contenir l'emballement du système Terre, à réorienter la trajectoire du système Terre, qui était, jusqu'à présent, on avait des alternances depuis la période géologique du Quaternaire, d'époque glaciaire et interglaciaire. Oui, j'ai confondu époque et période d'ailleurs, effectivement. Ouais, voilà, de fait, il y a une classification. Et donc, dans ces alternances glaciaires-interglaciaires, on était dans un interglaciaire et alors qu'on aurait pu imaginer, alors qu'on aurait dû revenir dans un glaciaire, paf, on sort de cette alternance, de ce cycle-là, pour un horizon. Alors, un horizon qui est justement, là, on est là. On a la pichenette de sortie. Soit on stabilise les choses, mais on ne sera plus dans cette alternance-là. On essaie de trouver un état du système Terre sous haute observation, on va dire attention, vigilance des sociétés pour contenir l'emballement. Soit on en sort et là on est caractérisé à un moment donné par un réchauffement qui court le risque de s'emballer et possiblement de ne pas pouvoir se stabiliser avant quelque chose comme plus 5 degrés ou qui est incompatible avec les trois quarts des sociétés humaines à la surface de la Terre. Donc du coup qui est absolument problématique. Et donc en fait qu'est-ce qui se passe après? Soit après il y a une fragile stabilisation, soit après il y a un emballement et là c'est une reconfiguration complète de ce qu'est être humain sur la Terre. Être humain à poil, non relié dans un ensemble sociétal. Oui, ça a de fait survivre quelque part sur Terre. Bien sûr, ça demeurera possible. Les humains, ils ont des capacités d'adaptation, etc., mais pas à tous les endroits sur Terre. Et notre grand édifice civilisationnel et sociétal, qui résulte de la maîtrise des écosystèmes, qui résulte elle-même d'une stabilité et prévisibilité bioclimatique, et donc après on maîtrise les écosystèmes, on dégage des excédents agricoles et on les deal. Voilà, on fait du business à partir de là et c'est ce qui fait qu'on peut causer là tranquille, c'est parce qu'on a pris un petit déj ce matin, voilà, résultant de cette capacité de dégagement d'excédents agricoles. Et donc du coup c'est à cet endroit-là où il y a quelque chose qui serait fragilisé, quoi. Ok, et quels sont tes espoirs alors à la rélecture de ce livre? Toi qui l'as écrit, j'imagine que tu as appris plein de choses, que tu te dis qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite alors? En tout cas, c'est sûr que quand on écrit un livre, on apprend des trucs, quoi. Et c'est certainement
enfin moi, c'est ce qui me plaît le plus dans l'activité de rédaction d'un livre, c'est d'apprendre, en fait, c'est de découvrir des nouvelles choses, de les comprendre, de les articuler, puis c'est essayer de les rendre accessibles, quoi, compréhensibles. C'est une question qui est, c'est peut-être la plus grande question, entre guillemets, de l'Anthropocène, c'est qu'est-ce qui nous est permis d'espérer, voilà. Pour moi, c'est absolument stérile de juste se laisser complètement envahir par une espèce de vague de désespoir. On a besoin d'identifier des raisons d'espérer. Et pour encourager, accompagner une action, des soulèvements, en fait, pour des soulèvements suffisamment puissants pour contenir l'emballement. Et donc, à cet endroit-là de ta question, moi, je ne peux que dire quelque chose de l'ordre de la croyance, en fait, de l'ordre de la croyance, de la foi, de l'utopie, etc. C'est-à-dire, voilà, qui peut être rationalisé, mais qui n'a pas la force des savoirs scientifiques et du diagnostic de la situation. Moi, il y a un bouquin vraiment que j'aime beaucoup de Raphaël et Catherine Larère, dont le titre est « Le pire n'est pas certain ». Et donc ce livre m'a marqué, et le titre, j'ai tout le temps ce titre-là en tête. Oui, il y a du glauque, oui, il y a du grave, oui, il y a de la catastrophe, oui, etc. Mais le pire n'est pas certain. Et tant que notre image, pour dire ça, on est dans un match de hand, j'ai fait du hand avant, bref, dans un match de hand, on est mené au score de 7 buts, il reste 5 minutes, donc la situation est chaud tendue, quoi, 7 buts en 5 minutes, mais c'est pas le moment d'aller prendre sa douche. C'est le moment où on se défonce, c'est le moment où on est là, où on donne tout et on voilà. Et puis certains y le gros problème là-dedans, dans ces moments-là, d'autres un peu moins, mais il y a une équipe et puis l'engagement des uns peut aller emmener celui des autres. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas au courant du score, tu vois. Voilà. Alors voilà, il y a un mensonge politique et économique sur le score, et ça, il est complètement fou, le mensonge. Aujourd'hui, en France, donc on vit dans une démocratie, c'est exceptionnel, c'est une chance fabuleuse, au sein de laquelle nous avons un mensonge d'État en matière bioclimatique. C'est aussi simple que ça. Et puis c'est pas du tout le seul pays, voilà, et c'est pas juste le fait de Macron, je veux dire, c'est pas beaucoup mieux avant. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, c'est l'individu qu'on a en visu, dans le viseur, en visuel, ou je sais pas quoi. J'ai passé des heures à regarder toutes les vidéos, parce que c'est un vrai youtubeur, en fait, hein. Il poste des vidéos sur la chaîne de l'Élysée, des vidéos sur les questions bioclimatiques à l'adresse des jeunes. Ouais. Depuis qu'il avait fait une boulette, ou ces phrases qui sont même pas des boulettes, en fait, qui sont adressées à des communautés spécifiques en disant qui aurait pu, lors des vœux il y a un an, là, qui aurait pu prédire la crise climatique, etc. On a un jeu trouble avec le savoir en permanence, où il donne à croire que la politique de transition qu'il déploie est à la hauteur des enjeux, mais en fait, c'est uniquement rapporté c'est à la hauteur de sa com. Mais le système Terre, il est insensible à la com. Il est sensible uniquement au droit, en fait. C'est seul le droit, de rendre rentrer à un moment donné la prise en compte des limites planétaires dans nos constitutions et dans l'arsenal législatif pourra avoir un effet pour contenir l'emballement du système Terre. Et là, aujourd'hui, on est dans un jeu tout le temps trouble avec J'aime la bagnole, avec une ouverture d'un colloque vraiment important sur la nature, etc. Mais ça pourrait faire pleurer le plus sensible des écolos en se disant on a un président là vraiment qui a compris, etc. Et puis juste après, hop, la chasse aux alouettes et à d'autres animaux comme ça, d'autres oiseaux menacés d'extinction est réouverte. Donc avec en permanence du chaud et du froid, et un double jeu permanent. Et de fait, tout ça est animé par un mensonge d'État, c'est-à-dire que ce ne sont pas les savoirs bioclimatiques publiés dans les revues à comité de lecture qui sont le support du déploiement des politiques publiques aujourd'hui en France. Et ça, c'est un vrai problème.
Bah, écoute, merci pour ce super épisode sur Anthropocène. Bon, évidemment, la fin est moins liée à Anthropocène, mais hyper intéressant toujours. Et puis en plus, on a eu un super épisode sur la démocratie avec Lucille Schmitt il y a 2 semaines qui est sorti. Donc allez écouter celui-là. On a pas mal parlé de limites planétaires en les évoquant, mais on a un épisode très complet qui arrive là-dessus avec Audrey Boly en mars. Donc stay tuned. Et en tout cas, merci beaucoup d'être passé, Nathalie. Merci, C'était super Xavier, sympa. un grand merci. À très bientôt.